Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Chers auditeurs, merci de votre fidélité sur notre antenne. Ce matin, dans la continuité de notre nouvelle grille des programmes, nous inaugurons une émission nouvelle intitulée « Décryptons le monde ». Elle est destinée à vous faire découvrir les événements dans le monde sous un regard nouveau. Pendant 30 minutes, nous ferons ce décryptage avec Gérard Vespierre, que j'avais eu le plaisir d'accueillir sur notre antenne en décembre et janvier pour nous parler précisément des affaires du monde. Son regard particulier, s'appuyant sur le concept des arcs de crise et la densité de l'actualité internationale, nous ont donné l'idée de consacrer une émission spéciale et régulière à cette actualité internationale. Ainsi est née l'émission Décryptons le monde. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Jacqueline. Ravi de vous retrouver Gérard. Aujourd'hui, nous allons dans une première partie décrypter la visite du pape en Irak et dans une deuxième aborder les orientations de la nouvelle administration américaine en politique étrangère. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler votre concept d'arc de crise ? Bien volontiers. Disons que la vision que j'ai de la géopolitique, elle s'inspire de la géophysique. Alors qu'est-ce que la géophysique ? Eh bien, c'est l'étude effectivement de ces fameuses plaques tectoniques et du comportement du globe et de ces plaques qui se heurtent et qui créent donc plaques atlantiques, plaques océaniques avec la croûte terrestre donc qui se heurtent et qui créent des tsunamis, qui créent des éruptions volcaniques, qui créent donc des crises du globe. Et donc j'ai eu envie de faire ce parallèle avec les crises humaines, les crises politiques, les crises géopolitiques. Et donc il y a à nouveau cette notion de plaque que l'on peut mettre en évidence, donc une plaque économique qui va pour un pays rencontrer avec un autre pays une plaque de crise de frontières ou une plaque idéologique ou une plaque religieuse et tout d'un coup donc 2 ou 3 de ces plaques vont se rencontrer et créer une crise. Et donc j'ai pu poursuivre ce cheminement sur le plan géographique en voyant 4 arcs de crise dans le monde, un le long de toute la frontière et toute la côte, plus exactement chinoise dans le Pacifique, depuis la Corée du Nord jusqu'aux Philippines. Un deuxième arc de crise, eh bien, le long de toute la frontière russe, depuis la Géorgie jusqu'aux républiques Lituanie et Estonie, et puis donc les républiques baltes. Troisième arc de crise, le Moyen-Orient, depuis l'Afghanistan jusqu'à Beyrouth. Vous voyez donc à nouveau plusieurs milliers de kilomètres. Et finalement, quatrième arc de crise, le Sahel, là aussi, 4000 kilomètres depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Merci Gérard Vespierre pour ce rappel de votre méthode. Alors à travers ces arcs de crise, il y a l'Irak vers lequel nous allons tourner notre regard. À votre avis, Gérard, quel sens faut-il donner à la visite du pape François ? Eh bien, c'est une vision effectivement très intéressante que de tourner son regard vers l'Irak ce matin. Parce que il y a une double démarche, pourrait-on dire, une démarche effectivement spirituelle dans le cadre d'un pays en crise. Cela fait maintenant bientôt 30 ans que les guerres, les conflits se succèdent en Irak, et il y a eu donc avec l'apparition de l'État islamique créé dans la ville de Mossoul, en Irak, donc des tueries vraiment invraisemblables vis-à-vis de ce nombre de communautés religieuses, dont la communauté chrétienne. Donc plusieurs pourcents de la population irakienne étant chrétienne. Et après donc ces nombreuses années de conflits et de tensions, le pape François a décidé de faire ce geste de bienveillance, ce geste de soutien, ce geste œcuménique, puisque la majorité de la population, bien sûr, irakienne est musulmane. Et donc, il y a
à la fois cette composante donc de bienveillance et de main tendue à la communauté chrétienne en Irak, cette ouverture vers le monde musulman que le pape François a déjà pratiqué puisqu'il est allé à Abu Dhabi il y a 2 ans, en début 2019, pardon. Et donc, vous voyez, il y a une continuité dans son action. Et cette action, elle s'inscrit aussi dans un certain cadre géopolitique de l'Irak. Alors, vous parlez de cet œcuménisme, et c'est vrai que le pape a eu un discours de paix à forte dimension symbolique. On peut même penser qu'il est apparu un peu comme le chef de tous les croyants. C'est peut-être ce qu'on peut retenir de son discours. Ou en tout cas, un partage équilibré, puisqu'il a rencontré Al-Sistani, qui est le grand imam chiite irakien. Et cette rencontre a été vraiment très très importante puisqu'elle a duré déjà 1 heure, et vous avez cette rencontre avec cet imam de 90 ans, n'est-ce pas, qui a une image, une responsabilité depuis la ville de Nadjaf, qui est une grande ville religieuse chiite, pratiquement supérieure à la ville iranienne de Qom. Donc vraiment le poids de Nadjaf est énorme. C'est à Nadjaf, par exemple, que Khomeini est venu se réfugier 14 ans. C'est de Nadjaf qu'est né le premier chef du mouvement Hezbollah au Liban. Donc on voit ces racines que constitue religieusement la ville de Nadjaf. Donc cette rencontre a vraiment été d'une très grande chaleur, et quand ils se sont quittés, leurs 4 mains étant reliées, c'était un mouvement effectivement, je crois, de très grand contenu écuménique. Alors, vous venez de faire allusion à ce voyage du pape François. D'autres papes, en leur temps, ont fait des voyages retentissants. Jean-Paul II, notamment en Pologne, par exemple. Quelle comparaison, est-ce qu'il y a une comparaison possible à faire entre ces 2 événements, entre le pape François et le pape Jean-Paul II? Alors, non et oui. Non, parce mon capitaine. Non, parce que le pape Jean-Paul II, n'est-ce pas, étant polonais, se rendant en Pologne, dans son pays natal, à écrasante majorité catholique, et dans un cadre politique bien précis, puisqu'il a été élu, la fumée blanche est sortie en 1978, et il s'est rendu en Pologne en 1979, voyez-vous, donc tout de suite. Donc c'était vraiment un acte attendu, un acte très volontariste dans une Pologne qui était sous l'emprise du régime soviétique. Donc là, il y avait vraiment une volonté politique d'action. Nous sommes à peu près au même moment aussi de la signature des accords de Stockholm, de la libre circulation des hommes et des idées. Donc on voit se dessiner une grande stratégie occidentale, américaine, qui est destinée à petit à petit diminuer l'influence du pouvoir soviétique en Europe centrale, et on voit où cela a mené. Oui. Alors, Jean-Paul II, qui d'ailleurs avait rêvé de faire ce voyage, mais Saddam Hussein, à l'époque, s'y était opposé. Alors, revenons à l'Irak. Ce que vous voulez dire, c'est que l'Irak est un véritable enjeu. Quels seraient alors les protagonistes de cet enjeu? L'Irak a une position vraiment très très particulière, parce que quand on se réfère à l'arc chiite, c'est-à-dire à la volonté de Téhéran de réunir les minorités religieuses chiites depuis l'Afghanistan jusqu'au Liban à son profit politique, parce que donc il est demandé aux responsables chiites de ces différents pays de regarder vers Téhéran, non pas de regarder vers la ville religieuse de Qom, mais de regarder vers le guide suprême iranien, donc vers le pouvoir séculier, donc vers le pouvoir politique. Et l'Irak, avec sa frontière commune pratiquement de 1000 km avec l'Iran, a une place particulière. L'Irak est un maillon fort dans l'arc chiite. Et donc il y a
me semble-t-il, un dessin qui est en cours de construction de façon à diminuer la virulence de l'influence iranienne en Irak. Premièrement, il y a eu l'été de l'an dernier des accords économiques entre l'Irak et les États-Unis pour améliorer et augmenter la production de gaz en Irak. Et deuxièmement, de convertir ce gaz en électricité. Et troisièmement, d'améliorer la distribution d'électricité en Irak. Donc là, on touche un point très important qui est la dépendance irakienne à l'énergie électrique iranienne. Donc, il y a un souci économique et stratégique de diminuer l'influence iranienne en Irak. Deuxièmement, c'était l'été dernier aussi, l'Arabie Saoudite, donc deuxième interlocuteur, a ouvert ses postes frontières qui étaient fermés depuis pratiquement 7 ans avec l'Irak. Donc, nouveau flux économique. Et puis, il y a aussi d'autres interlocuteurs, dont la France. Alors, il y a aussi les États-Unis qui ont actuellement une présence militaire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont la maintenir dans le long terme en Irak, cette présence ? Alors effectivement, quand j'entends parler du reflux américain dans le Moyen-Orient, on n'en voit aucune trace. Parce que il faut regarder ces grandes tendances dans le long terme. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, quand on fait des comparaisons à 20 ans d'écart, il y a 20 ans, il n'y avait pas de soldats américains en Afghanistan. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de soldats américains en Syrie. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de soldats américains en Irak. Il y a 20 ans, commençait tout juste l'implantation de la grande base américaine de coordination d'Al-Udaï au Qatar. Donc, voyez-vous, il y a vraiment depuis ces 20 dernières années une augmentation de la présence militaire américaine dans cette région. Et bien sûr, il peut y avoir des fluctuations. Les troupes américaines de 5000 soldats sont passées autour de 2500 en Irak. Mais pour compenser cela, il est fort question, et d'ailleurs c'était abordé par le secrétaire général de l'OTAN il y a quelques jours, d'une montée en puissance des pays de l'OTAN en Irak, non pas en tant que puissance militaire, mais pour s'occuper de la formation de l'armée irakienne. Il est question d'un envoi de 4500 militaires, et il y a donc de l'OTAN en Irak, présence qui est déjà effective depuis plusieurs années. Il y avait à peu près 500 représentants de l'OTAN en Irak pour la formation des troupes irakiennes. Oui, et alors tout à l'heure, vous avez évoqué la France. Est-ce que vous voulez dire que la France est aussi présente et qu'elle essaie de mettre en avant ses moyens en Irak ? Quels seraient alors nos objectifs et nos ambitions ? Il y a une grande tradition de relations entre l'Irak et la France. N'oublions pas les voyages de Jacques Chirac vers l'Irak de Saddam Hussein, il y a quelques dizaines d'années. Donc l'Irak d'un pouvoir laïque, l'Irak avec à la tête de laquelle il y avait le parti Baas, donc effectivement de séparation entre religion et État. Et donc il y a eu il y a cette filiation historique entre la France et l'Irak. Donc maintenant, depuis quelques mois, que voyons-nous ? Eh bien, au mois d'août de l'an dernier, la ministre de la Défense française, eh bien, s'est rendue à Bagdad. Le même mois, Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'est rendu à Bagdad. Donc du mois d'août, en passant au mois de septembre, où c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Bagdad. Et en octobre, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est le Premier ministre Al-Kadhimi, Premier ministre irakien, qui est venu à l'Élysée. Donc voyez-vous, il y a vraiment, si on réunit toujours, c'est mon souci de réunir des faits pertinents, on voit là qu'il y a un sens, et il y a un rôle à jouer pour la France dans le domaine de l'armement. Oui, pourquoi pas, parce que le rôle des Américains est important, donc on peut accompagner les besoins irakiens et puis surtout les besoins en eau. La France dispose de grandes entreprises qui ont une technologie importante dans le domaine de l'eau et de la gestion de l'eau. Les crises sociales ont commencé en Irak en 2018 à Bassora à cause de la sécheresse. D'accord.
Merci Gérard Vespierre pour ce décryptage irakien. J'imagine un dossier à suivre dans les mois à venir. À présent, quelques instants de musique avant de traverser l'Atlantique avec vous.